Vous êtes sur Speedline TV et vous avez raison. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, le débat autour du code électoral continue de s'intensifier dans le rang de l'opposition. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue par le cadre de concertation des forces de l'opposition ce mardi. Au cours de cette sortie, les intervenants ont tenté d'apporter des éclaircissements à la suite des propos tenus par le député Oden Aladati le 8 avril dernier. En 2026, les Béninois seront invités à voter à 2 reprises, une fois pour élire leurs représentants au Parlement et dans les conseils communaux et une autre fois pour choisir le président de la République. Comment peut-on analyser le comportement des partis politiques à l'approche de ces élections? Élément de réponse dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale, coup de tonnerre dans le ciel politique ivoirien, Tidjane Thiam, chef du PDCI-RDA, a été radié de la liste électorale par la justice au motif de la perte de sa nationalité ivoirienne qu'il aurait subie en acquérant la nationalité française en 1987. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Le cadre de concertation de l'opposition a organisé une conférence de presse ce mardi au siège du parti Les Démocrates. Cette rencontre avait pour objectif de dénoncer la défense du code électoral par le député Oden Aladati, président de la commission des lois, et de réclamer une relecture de cette loi afin de garantir des élections générales libres, transparentes en 2026. Suivant. Les propos du président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Oden Aladati, suscitent de vifs débats au sein de la classe politique. Et c'est pour marquer son désaccord que le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition s'est retrouvé ce mardi au siège du parti Les Démocrates à Cotonou. Au cœur des débats, certaines dispositions du code électoral qui, pour les concurrenciers, peuvent être une source de crise au cours des prochaines échéances électorales. Le député Oden Aladati a fait une conférence de presse publique le mardi 8 avril 2025 pour tenter de justifier les réformes politiques opérées sous la rupture, notamment la réforme du système partisan et le code électoral en vigueur, lequel apparaît comme un danger pour notre vivre ensemble. Pour illustrer ses propos, l'honorable Aladati a présenté en début d'exposé une vidéo visant à montrer que toute la classe politique voulait des réformes politiques. Le député conférencier va plus loin dans la théorisation de la mise entre parenthèses de la conférence nationale. Il prétend que le modèle issu de la conférence nationale ne marche pas et n'est donc pas applicable. La démocratie issue de la conférence nationale n'est pas inapplicable. Le nouveau code électoral adopté en mars 2024 a suscité de vives critiques de la part du clergé catholique, de la société civile ainsi que des partis politiques d'opposition au sein du cadre de concertation. Le porte-parole de la délégation a vivement critiqué la prise de position du député Oden Aladati qui, selon lui, refuse de reconnaître les failles du texte. Une loi est source de tension, de crise, c'est qu'elle n'est pas bien pensée. Il faut avoir le courage de revenir sur cette loi car le but principal est de favoriser une évolution sociétale vers la prospérité. Nous avons eu une surprise très désagréable suite à la sortie du député Oden Aladati, président de la commission des lois, qui, au lieu de reconnaître les failles de la loi, s'obstine à défendre ce qui n'est ni juste ni applicable. Il expose à la face du monde que c'est fastidieux de recopier les procès-verbaux de compilation des résultats d'arrondissement, ce qui leur a imposé la condition de l'article 93 nouveau du Code électoral, qui ne prévoit pas de copie aux représentants des partis politiques présents. Le conférencier dira avec un aplomb inimitable et sans rire lui-même que le texte
n'a pas été changé au niveau de cet article. À cette même occasion, les professionnels des médias ont cherché à comprendre les nouvelles dispositions du code électoral qui sont source de polémiques. C'est vrai, tous les acteurs souhaitaient des réformes. Tout le monde en a parlé. Et les réformes reposaient sur deux constats, deux piliers, deux constats. Le nombre de partis politiques et la question que les partis n'ont jamais réussi à diriger vraiment le Bénin. Ce qui pose problème, c'est le fait que les partis se créent pour partager le gâteau bénin, pour chacun se positionner et se dire, bon, moi je soutiens ça parce qu'il y a à prendre. Vous avez beau faire des réformes dans le domaine, si vous mettez le train de vie de l'État au niveau où le pouvoir de la rupture l'a mis, vous n'avez rien fait. À rappeler qu'avant tout propos, la délégation du cadre de concertation a fait observer quelques secondes de silence en la mémoire des soldats béninois tombés récemment aux mains des terroristes en défendant la patrie. Elle a également saisi l'occasion pour appeler les autorités béninoises à une synergie de partenariat et d'action sous-régionale en vue de vaincre cette barbarie sous nos cieux. Je l'annonçais dans les titres, les Béninois seront appelés aux 1 à 2 reprises en 2026 pour élire à la fois leurs représentants au Parlement dans les conseils communaux et le président de la République. Comment analyser le comportement des partis politiques à quelques mois de ces élections? Un observateur de la vie politique, Ramanou Badamassi, nous en parle. Suivons-le. Le climat politique qui prévaut actuellement dans notre pays est du jamais vu, comme on a souvent l'habitude de l'entendre depuis un moment. Ça aussi, c'est du jamais vu. À moins de 12 mois des élections, on ne voit aucun mouvement sur le terrain. On ne voit pas de détachement. Tout semble être opaque. Et c'est le silence radio des deux côtés, que ce soit ceux qui sont de l'opposition ou ceux qui sont de la mouvance, c'est le silence plat. On ne voit pas les lignes bouger. Et cela m'étonne personnellement. Ça m'étonne. Et je sens qu'il y a une psychose. Il y a une psychose qui s'empare des partis politiques et des hommes politiques actuellement. La psychose, c'est venu d'où, je ne saurais le dire. Mais je comprends les partis qui ne sont pas de la mouvance, que la psychose puisse peser sur eux. Mais ceux qui sont de la mouvance aussi, qu'ils aient peur aussi, vraiment ça m'étonne. Et on se demande si nous allons vraiment à une élection ou bien vers une désignation. Parce que une élection, ça suppose que les candidats se détachent, se font connaître, il y a des périodes, des petits mouvements, des petites activités que les hommes politiques mènent sur le terrain qui situent déjà les populations par rapport à l'ambition politique de la personne. On ne trouve rien de tout ça. Donc c'est à 6 mois ou bien après le dépôt des candidatures qu'on va nous dire voilà celui qui est candidat. Là, ce ne serait plus véritablement une élection. C'est-à-dire que les élections par le passé qui étaient une occasion de fête, ça va perdre sa faveur. Et ce serait vraiment dommage. J'invite les partis politiques à prendre de la hauteur et à prendre leur situation en main, à faire face à leur avenir et à être courageux, avoir les moyens de leur politique et pouvoir bouger un peu pour que dans les jours à venir, on puisse sentir effectivement que nous allons vers les élections. Parce que le fait de tomber brusquement dans la période électorale, ça ne va pas être une bonne chose pour nous. La période électorale, on rentre dedans progressivement, lentement, et au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique, les choses se précisent. Mais maintenant, on va tomber brusquement dedans comme ça. C'est ce qui risque d'arriver. Et je ne le souhaite pas. Je souhaiterais que ce soit un mouvement d'ensemble dans tous les sens, que les choses bougent dans tous les sens et qu'on sente effectivement qu'il y a ces 2 élections, ou même 3. Il y a les élections législatives en janvier et les élections présidentielles en juin. Et vous voyez la situation, la morosité politique sur toute la ligne. Et bon, l'autre avait peut-être raison quand il dit aujourd'hui que la situation politique est entre les mains de 2 personnes. Le président de la République pour ceux qui sont de la mouvance, l'ancien président de la République, Dr Boni Yaye, pour ceux qui sont de l'opposition. Peut-être que c'est ces 2 personnes-là qui doivent forcément parler avant qu'on nous bouge. Je n'en sais rien. Mais ce n'est pas une situation
à laquelle nous sommes habitués. Ce que nous vivons aujourd'hui, on n'est pas du tout habitué à ça. Moi, personnellement, j'ai vu passer plusieurs élections et je n'ai jamais vu ça. Et lors de la dernière sortie du président de la République, son Excellence Patrice Talon, il a laissé entendre qu'il peut y avoir le même candidat que Yahi. Moi, je trouve que ça ne peut pas se passer. Dans le contexte actuel, après 10 ans de pouvoir, Yahi et le président Yahi et le président Talon vont accorder leur violon pour supporter un candidat pour les élections de 2026 là. Ça peut être après 2026. Même pour les élections de ça, je ne pense pas ça. Mais ce qui fait que on peut, je disais, tant que je comprends la peur des partis qui ne sont pas de la mouvance, c'est peut-être parce qu'ils se disent, bon, quand nous allons désigner un candidat maintenant, le temps que le candidat ne se prépare, on va le griller. Par un moyen ou un autre. Il sera grillé même avant que les dossiers ne soient acceptés. Donc ça peut amener les gens à vouloir attendre les dernières minutes ou bien le jour même du dépôt de candidature pour révéler leur candidat. Tu vois, ça peut être aussi une tactique pour échapper, mais n'empêche quand même qu'on doit forcément avoir des candidats pour les élections présidentielles. Dans un monde de plus en plus connecté, l'idée de passer une journée sans Internet peut sembler déroutante, voire impossible pour certains. Peut-on passer une journée sans se connecter sur Internet? La réponse dans cet élément.
En interactualité, la course à la présidentielle ivoirienne vient de connaître un rebondissement majeur. 6 mois avant le scrutin, le chef du principal parti d'opposition, Tidjane Thiam, a été radié de la liste électorale par décision de justice, l'empêchant ainsi de se porter candidat. Le tribunal a tranché en estimant que Tidjane Thiam avait perdu sa nationalité ivoirienne lors de l'acquisition de la nationalité française en 1987. Le reportage. Tidjane Thiam, le principal opposant au président sortant Alassane Ouattara, chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, a été radié de la liste électorale ce mardi 22 avril. La justice a estimé que le candidat avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française en 1987. Né en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam avait la binationalité jusqu'en mars dernier où il a renoncé à sa nationalité française afin de pouvoir se présenter à la présidentielle ivoirienne prévue en octobre 2025. Le tribunal a donc donné raison à ses détracteurs ce mardi qui invoquaient un article du Code de la nationalité datant des années 60 qui indique que l'acquisition d'une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité ivoirienne, une règle qui ne s'applique toutefois pas aux binationaux de naissance. Malgré les documents prouvant que Tidjane Thiam est français de naissance par son père, la justice ne semble pas être allée dans son sens. La CEDEAO fête cette année son 50e anniversaire. Les festivités ont débuté ce mardi à Accra. L'organisation régionale a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. L'objectif de départ était de favoriser la coopération et l'intégration économique des États ouest africains. Si 15 États en font aujourd'hui partie, 3 d'entre eux, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont annoncé le retrait de l'organisation. Suivons. Accra, la capitale ghanéenne, a été mardi le théâtre du top départ des festivités du 50e anniversaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président ghanéen John Dramani Mahama qui a présidé l'événement devant divers chefs d'État et de gouvernement des pays membres, mais en l'absence du Nigérian Bola Tinubu, président en exercice de l'organisation. C'est le 28 mai 1975 que la CEDEAO a été créée à Lagos, au Nigeria, afin de favoriser l'intégration économique des pays de la région ouest-africaine. À l'actif de l'organisation, la libre circulation des personnes dans la région et l'harmonisation des droits de douane, entre autres, la CEDEAO entame les festivités de son demi-siècle d'existence sur fond de division. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont quitté le navire depuis janvier dernier. Ces pays, gouvernés par des régimes post-coup d'État, font maintenant partie de la Confédération des États du Sahel, confirmant la rupture avec la communauté ouest-africaine. Le président kenyan William Ruto est arrivé ce mardi à Pékin pour une visite d'État jusqu'au 26 avril sur invitation de son homologue chinois. L'un des objectifs pour Nairobi est de débloquer de nouvelles opportunités dans le commerce, les investissements et les infrastructures. Des discussions bilatérales avec Xi Jinping sont au programme sur fond de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le reportage. Le président kényan William Ruto est arrivé mardi à Pékin pour une visite d'État de 5 jours à l'invitation du président chinois Xi Jinping. Une première depuis le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. Cette visite prévoit des entretiens bilatéraux avec Xi Jinping, une rencontre avec le Premier ministre Li Qiang et un échange avec le président de l'Assemblée nationale populaire Zhao Lechi. La Chine est aujourd'hui le principal partenaire commercial du Kenya, qui est aussi le premier de la Chine en Afrique de l'Est. Ce lien stratégique est renforcé par des projets majeurs comme le chemin de fer Mombasa-Nairobi. Inauguré en 2017, ce corridor de 472 km a déjà transporté près de 15 millions de passagers et plus de 38 millions de tonnes de marchandises. Il incarne la coopération concrète dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. À Pékin, William Ruto entend étendre ce partenariat vers l'innovation et les énergies vertes. Celui qui incarnait le visage de l'Église catholique à travers le monde depuis 2013 est mort ce lundi à 88 ans.
Le Vatican a annoncé que ces obsèques auront lieu le samedi 26 avril à 10 h. Elles auront lieu sur la place Saint-Pierre devant la basilique du même nom. C'est après moi. Le pape François sera exposé dans la basilique Saint-Pierre dès mercredi matin avant d'être enterré samedi. Pendant 3 jours, les fidèles pourront venir rendre hommage au premier pontife latino-américain de l'histoire. Alors que les condoléances affluent du monde entier depuis l'annonce de la mort du pape François le lundi de Pâques, les cardinaux se sont réunis dans la salle du synode du Vatican pour définir les prochaines étapes avant le début du conclave qui désignera son successeur. Selon les normes en vigueur, le conclave doit commencer entre le 5 et le 10 mai. Les funérailles auront donc lieu samedi à 10 h sur la place Saint-Pierre. Ils seront célébrés par le doyen du Collège des cardinaux, le cardinal Giovanni Battista Re. Le président américain Donald Trump a déclaré que lui-même et la première dame Melania Trump prévoyaient d'y assister et le président argentin Javier Milei est également attendu. Le pape argentin est décédé lundi à l'âge de 88 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'a plongé dans le coma et entraîné une défaillance cardiaque. Il est mort après un pontificat de 12 ans qui a cherché à secouer l'Église et elle a ramené à sa mission évangélique de s'occuper des plus pauvres. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.